Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle de l'entreprise et de la culture. Ils font bon ménage et on va en parler avec Solène Blanc, directrice générale du groupe Beaux-Arts & Co. Elle sera notre invitée pour nous parler de cette initiative, les Odyssées. Le cercle RH pour optimiser les fins de carrière, c'est un débat, vous l'aurez compris, autour des seniors. Fin de carrière, mais aussi ces seniors qui sont en dehors de l'entreprise et qui veulent revenir sur le marché du travail. On va en parler avec Frédérique Gesque. Elle est présidente de USCOA et de Senior for Good. Et puis nous aurons avec nous Fabrice Coudray, directeur exécutif Search chez Robert Half, avec une étude passionnante d'ailleurs, portée par Robert Half sur les seniors et la relation des seniors avec les recruteurs. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Les entreprises et la culture, alors il ne s'agit pas uniquement de tableaux qu'on accroche comme ça dans l'entreprise pour faire joli. C'est un projet beaucoup plus large. On va en parler avec vous, Solène Blanc. Vous êtes directrice générale du groupe Beaux-Arts & Co. & Compagnie, qui édite ce magazine que je dirais les Français connaissent, Beaux-Arts Magazine. Mais c'est tout autre chose, Beaux-Arts & Co. Parce que c'est une marque chapeau. On va parler avec vous de Les Odyssées. C'est quoi la philosophie des Odyssées? C'est de faire se rencontrer le monde de l'art avec l'entreprise. Et j'ai vu que c'était un projet qui était à l'origine porté par L'Oréal. Racontez-nous. Alors, en fait, donc Beaux-Arts et compagnie, comme vous le disiez, Arnaud. Vous m'avez rectifié d'ailleurs. Oui, Beaux-Arts et compagnie. C'est Beaux-Arts Magazine à l'origine, ce magazine que les gens connaissent et qui, avec son audience de 860 000 lecteurs, print 1,4 million au global, print plus web par mois, est sans doute le magazine le plus vendu et le plus lu au monde pour un magazine d'art. C'est un peu une exception française. Et sans doute parce qu'il parle d'art, mais il ne parle pas qu'aux spécialistes, qu'aux grands amateurs, mais il parle aussi de société. Parce que l'art est partout. Et la culture, c'est aussi ce qui nous aide à comprendre le monde. Et les artistes sont les capteurs, en fait, de ce qui se passe autour de nous, dans le monde contemporain et ses transformations. Et c'est un peu cette conviction qui a guidé la création de Beaux-Arts Institute et des Odyssées. Ils portent des messages, ces artistes, c'est ce que vous dites. Ils captent des choses, ils les rendent sensibles, ils les rendent vraiment visibles, ils les matérialisent, et puis ils portent aussi des messages, et c'est ce qui nous a intéressés. Donc ça, c'est le cas des artistes, mais c'est le cas de la culture en général. Et donc, avec Beaux-Arts Institute, on a créé dans le groupe Beaux-Arts une branche qui s'adresse aussi au monde de l'entreprise pour dire, finalement, ces messages-là, ces transformations-là, ces enjeux, comment est-ce que le monde de la culture et de l'entreprise peut l'amener, comment le monde de la culture peut l'amener dans l'entreprise. On voit les images du hangar Y, on a vu quelques images de ce lieu magnifique dans lequel aussi vous avez investi ce lieu. Tout à fait, avec notre fonds d'investissement Arnova, on a réhabilité le hangar Y pour en faire un lieu d'art qui accueille aussi bien le grand public que les entreprises. Et c'est un peu à la jonction de cette idée de Beaux-Arts Institute qui crée des moments et des séminaires d'inspiration par les arts et la culture, et ce lieu du hangar Y qui personnifie cette notion d'art, de tradition aussi, puisque c'est un lieu qui a été créé en 1878 pour l'Expo universelle. Le Zeppelin, je crois que c'était le lieu... Voilà, c'était le hangar des premiers dirigeables, lieu d'un exploit d'ailleurs, d'un exploit mondial, puisque ça a été le premier vol dirigé d'un ballon. Et vous parliez de L'Oréal, en fait, avec Beaux-Arts Institute, on a développé avec eux et pour leurs dirigeants depuis 3 ans des séminaires qui les emmènent pendant jusqu'à une semaine à la rencontre d'artistes, à la rencontre de philosophes, de géopoliticiens, de scientifiques, de gens qui, par des regards croisés et un peu décalés des problématiques quotidiennes des entreprises... Ils font un pas de côté, quoi. Voilà, font le pas de côté, mais qui aident à comprendre différemment le monde. Juste un mot, Solène, on a bien compris je dirais, votre envie, votre engagement côté Beaux-Arts & Co, mais... Les entreprises, comment vous allez les chercher? Comment vous réussissez à les convaincre dans un monde complexe, dans un monde en crise, nous dit-on, en leur disant, écoutez, il n'y a pas que les KPI, il y a aussi l'art, il y a aussi la sculpture, il y a aussi la philo. Comment vous vendez ce message-là aux entreprises? Je pense que c'est une façon aussi d'amener du sens dans l'entreprise. Donc déjà, ça répond à des entreprises qui ont aussi un peu cet ADN de se dire, il faut que j'apprenne à regarder, justement, comme vous disiez, avec un pas de côté, il faut que j'apprenne à regarder le monde en ouvrant différents prismes pour mieux le comprendre et pour aussi
je dirais, dans nos décisions Génial. stratégiques, à terme, en tant que dirigeant, être plus éclairé et plus informé. Voilà, vous en faites des dirigeants éclairés, comme ces leaders des siècles des Lumières. Ils apprenaient la philo, ils allaient voir les astres, c'était ça l'objectif. Exactement, et dans un monde qui est de plus en plus complexe, on ne peut pas aller que vers le pragmatique, la simplification. À un moment, il faut aussi qu'on puisse avoir ces clés de lecture plus complexes et plus sensibles aussi, donc faire parler aussi l'intellect et le sensible. Vous parliez de conférences, donc ce sont des moments où on s'assoit, c'est des moments où il y a de l'échange. C'est aussi des moments, j'imagine, où vous avez des retours. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces dirigeants, ces chefs d'entreprise qui se sont assis pendant 2 heures pour s'ouvrir? Alors, ils ne sont pas passifs dans le sens où on crée vraiment des moments d'échange. Donc, ce ne sont pas des conférences descendantes Descendantes. où vous avez 3 questions à la fin. C'est vraiment un moment, une personne qui va poser des idées, qui va développer des concepts et ensuite une discussion qui va se créer. Et c'est vraiment dans ces moments de discussion et d'échange qu'on va ressortir énormément de richesse et de profondeur. Et c'est le fait de croiser justement de la philosophie, de la géopolitique, de l'art, des sciences, qui va aussi amener à regarder les choses autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certains chefs d'entreprise qui ont fait des grandes écoles de commerce, qu'on ne va pas citer, mais ils sont restés quand même sur je dirais, l'habitus sociologique de l'école de commerce. Et ce qu'ils vous disent, tout d'un coup, ça a ouvert un monde en moi et que je vais finir par quitter l'entreprise pour me diriger vers peut-être la philo, vers l'art, la sculpture. Est-ce Alors, que c'est moi-même, j'ai fait une école de commerce, donc je vois bien respect les total? liens qu'on peut créer. Il y a vraiment cette idée. Alors, il y en a certains pour qui ça les touche profondément. En tout cas, ça les touche aussi sur le sens de ce qu'ils font et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. Donc, je pense que sans forcément leur dire je vais quitter le monde de l'entreprise pour m'amener à l'art, ça leur donne envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus et de se nourrir de ça. Parce que souvent, vous allez avoir finalement sorti des études dans votre vie quotidienne un peu moins l'occasion d'avoir Ouais. ces temps de pause, ces temps de réflexion. Donc on offre ça. Et puis il y a aussi des gens qui sont arrivés dans le monde de l'entreprise sans avoir tous ces Exact. codes culturels Ouais. et c'est aussi leur apporter ça. Oui, c'est un Et bagage complémentaire culturel que vous leur apportez, c'est- pour c'est- certains en tout cas. et c'est aussi une forme de responsabilité sociétale et culturelle et La- environnementale de l'entreprise. C'est aussi à l'entreprise d'amener ça. Il nous reste peu de secondes, mais Mm. ce qui est passionnant, c'est comment ils rendent aussi ce qu'ils ont reçu dans leur entreprise. J'imagine que ça transforme aussi leur regard sur leur boîte. Ça transforme leur regard sur leur boîte. Ça développe aussi des soft skills, de l'intelligence émotionnelle et une façon d'emmener leurs équipes différemment. Donc on ne calcule pas ça en KPI, mais l'impact est là. Je suis en retard. Si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant, et que je veux aller vers les Odyssées, je fais comment? Vous allez sur le site lesodyssées.com Et je m'inscris et vous vous inscrivez et on vous prend en main. et on vous prend en main. Et il y a Solène beaucoup Blanc, ses d'entreprises qui emmènent aussi leur talent et leur programme talent dans C'est ça, dans c'est une ces forme odyssées. d'accompagnement, d'empowerment aussi sur Voilà. Et c'est inter-entreprise, donc c'est aussi des échanges entre personnes et important de le métiers préciser. différents. Merci Solène Blanc d'être venue nous rendre visite. École de commerce, passionnée d'art, évidemment, directrice générale de Beaux-Arts Co. Compagnie, avec ce titre, avec des chiffres d'un succès incroyable. Numéro juillet-août, spécial expo de l'été, Beaux-Arts Magazine. Voilà, je le montre en bon titre, en vrai. Merci à vous, Solène, de nous avoir rendu visite et vive l'art, puis vive les entreprises aussi. C'est ça le message. Merci Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, on s'intéresse aux seniors. Alors, il y a 2 seniors, il y a ceux qui cherchent un emploi, puis il y a ceux qui sont en entreprise et qui craignent d'ailleurs pour leur emploi. Comment faire? Comment les maintenir en emploi? Comment ouvrir grand les portes aux seniors? Il y a un grand plan mené par la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, justement pour avancer et recruter des seniors plus que jamais. On en parle avec mes invités et ils sont là. Le cercle RH pour débattre avec mes invités de la fin de carrière. Et la fin de carrière renvoie évidemment au mot senior. Je mets des guillemets parce qu'on essaiera de dire salarié expérimenté, si on peut, parce que c'est un mot un peu impropre, le mot senior, qui renvoie comme ça une sorte de vieillesse, d'incapacité à travailler, à construire, alors qu'il se passe plein de choses dans cette période. On va en parler avec mes invités. La fin de carrière et puis aussi des seniors qui sont dehors et qui aimeraient aussi reprendre le chemin du travail. Et ce n'est pas simple pour eux non plus. Taux d'emploi en France très inférieur au taux d'emploi européen pour les seniors. Mes invités sont avec moi. Frédéric Gest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Présidente d'USCOA. Et vous êtes à la tête de cette association Senior for Good. Vous êtes souvent venue sur le plateau de Smart Job. Autrice de Le choc des générations n'existe pas. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez aussi nous parler des jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail. Merci d'être là. Fabrice Coudray,
Ravi de vous Bonjour. accueillir, directeur exécutif Search chez Robert Half. Et on a noté, et c'est la raison de votre présence, une étude passionnante justement autour de cette relation entre les seniors, les recruteurs, ceux qui Absolument. vont chasser. Vous avez choisi, vous, une tranche d'âge de 45-65 ans. Et on verra qu'ils attirent moins, en tout cas, ils intéressent moins les recruteurs que la tranche précédente. Et puis avec moi, pour partager cette émission dorénavant, Caroline de Senneville. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de partager cette émission avec vous, chère Caroline, responsable éditoriale senior au sens d'expérience. Exactement. On est bien d'accord, puisqu'on parle des seniors, chez Décideur RH. Au sein du groupe FICAT. C'est un vrai plaisir parce que vous allez nous éclairer sur un certain nombre de chiffres. D'abord, un petit mot à nos invités et ensuite je donne la parole à Caroline. Très concrètement, sur ce diagnostic des seniors qui se font sortir de l'entreprise, Frédéric. C'est fini, c'est derrière nous, parce que j'ai vu la ministre Astrid Panosyan-Bouvet qui disait « nous on lance le grand plan senior, on va tout casser ». Ou est-ce qu'on a encore des entreprises qui, j'allais dire, réduisent leurs coûts par les seniors, quoi? Alors c'est vrai qu'on communique beaucoup, c'est plus une surprise ce sujet, c'est devenu un peu le sujet à la mode depuis la dernière réforme des retraites, effectivement, avec beaucoup d'initiatives, y compris celle de la ministre, et c'est bien. Mais malheureusement, non, le constat, il reste aujourd'hui pas très positif. Nos taux d'emploi des plus de 55 et des plus de 60 ans sont très bas encore en Europe, 58%, 38%. Quand vous avez plus de 50 ans, eh bien, vous restez au chômage 2 fois plus longtemps que les autres, vous avez 3 fois moins de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche. La principale discrimination qui reste aujourd'hui, c'est vraiment celle à l'embauche, même si dans les entreprises aussi, parfois malheureusement, certains salariés expérimentés peuvent aussi connaître une certaine mise à l'écart. On le voit dans la baisse des taux d'accès à la formation, à la mobilité interne, aux augmentations, aux promotions. Il y a vraiment en fait un deuxième plafond de verre à la cinquantaine et c'est pire pour les femmes. On parlera des femmes parce qu'il y a aussi une étude à NDRH que vous allez porter, Caroline, dans quelques instants et qui est très intéressante. Mais côté Robert Half, seulement 17% de ceux qui chassent, qui recrutent, ont appelé un senior. Ça veut dire que ce n'est pas un réflexe de prendre contact avec un senior. Alors, c'est vrai, les chiffres sont têtus. En revanche, les choses changent doucement. J'observe le marché depuis maintenant 27 ans et c'est vrai que le marché des seniors ou des salariés expérimentés, parce que ce mot, il faut le bannir, parce que c'est vrai. il n'est pas bon du tout. On stigmatise une population. Et donc, les choses changent. Et moi, je l'observe parce que je suis un témoin des recruteurs, des entreprises qui recrutent. Et effectivement, heureusement, le monde n'est pas parfait, mais les choses ont vraiment changé dans les 10 dernières années. En revanche, il y a un effet générationnel où on risque de voir encore des seniors partir pendant les 5 prochaines années. Mais il faut contrebalancer ça. Caroline, côté décideur RH, c'est intéressant parce qu'il y a l'étude à NDRH qui vient un peu corroborer ce que dit Robert Half, finalement. Oui, les politiques de recrutement qui ciblent les seniors sont encore très marginales. Et de manière générale, chez Décideur RH, on traite fréquemment le sujet au travers de nos papiers ou de nos tables rondes. Et les constats qui reviennent sont sans cesse les mêmes. Les salariés expérimentés sont considérés comme dépassés par les nouvelles technologies, qui auraient une santé plus fragile, qui manquent de dynamisme, qui sont largués par par toutes les nouvelles technologies, dépassés, et qui auraient du mal à s'intégrer au sein de la culture d'entreprise. C'est vraiment ce qui ne cesse de revenir. Caroline, on précise que ce sont des clichés, ce qu'on évoque là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, mais dont on a du mal à sortir. Exactement. L'intérêt, quand même, c'est de tordre le cou à ces clichés. Et d'ailleurs, on est en train de finaliser chez ESCOA la deuxième édition de notre baromètre intergénérationnel. Et les premiers résultats qui commencent à sortir ne sont pas très satisfaisants. Par exemple, on a encore plus de 75% des salariés interrogés qui nous disent qu'ils ont été victimes de discrimination par l'âge. Et ce sont majoritairement des seniors. On continue à nous dire que dans leur entreprise, en fait, on s'occupe prioritairement des jeunes au détriment des salariés expérimentés, qui a vraiment un âge d'or en fait jusqu'à 45-50 ans et qui a encore beaucoup d'écart entre la communication, les déclarations d'intention et la réalité, le vécu en fait dans l'entreprise et bien sûr aussi malheureusement et à l'embauche. Moi dans l'association, je vois tous les jours des seniors. Alors c'est vrai que moi j'utilise le mot senior. J'ai vu que vous n'étiez pas d'accord. Vous préférez assumer ce mot senior. En fait, je me dis toujours la seniorité, quoi. En fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que pourquoi on serait fier à 30 ans ou 35 ans d'être chef de projet, chef de produit, consultant senior. Et tout d'un coup, on a une experte senior. Voilà, parce que la seniorité, c'est l'expérience. C'est l'expérience et la compétence. Et pourquoi finalement, à partir de 50 ans, on devrait avoir honte
D'accord. d'avoir cette expérience et cette compétence. Je pense que ce qu'on a à faire bouger, alors les mots, ok, c'est des symboles aussi, mais ce qu'on a à faire bouger, évidemment, c'est pas les mots, c'est les comportements, c'est Les la mentalités. manière, c'est les mentalités, et effectivement écraser ces fameux stéréotypes. Fabrice Coudray, vous êtes d'accord avec vous assumez le mot senior et le salarié Non, expérimenté? j'assume pas le mot senior. Et je voulais rebondir sur un point, c'est que nous avons conclu des chasses qui nous avaient été confiées avec des profils de 59 ans, 60 ans et 61 ans, dans des entreprises qui n'avaient pas de politique dédiée senior. Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce qu'on a été chercher une hyper compétence, un savoir-faire, et on a été dans une logique d'organisation de la pyramide d'âge de l'entreprise et de transmission de savoir. Et c'est extraordinaire parce que ce sont des exemples qui permettent de dire, voyez, on a embauché des gens de 60 ans, donc avec, je dirais, une espérance, devant eux encore 7 à 8 ans, 6 à 7 ans, et l'entreprise a fait ce choix sans avoir décidé de dire, Fabrice, je veux recruter un expérimenté. Donc on peut convaincre par la compétence. Donc, ça fonctionne. Vous dites, Fabrice, que c'est vous qui les avez orientés en disant, mais Le candidat fait un excellent travail. ce garçon est formidable, cet homme est formidable, essayez, allez-y. C'est ça que vous leur avez dit. Bien sûr. Parce que Et spontanément, la ils ne seraient rencontre pas allés. Sans doute que non. Sans doute que non. Donc ça veut dire qu'il faut un accompagnement. Caroline. Oui, l'étude de la NDRH, justement, qui a été faite auprès de 1880 DRH pour recueillir un peu leurs ressentis, pointe quand même que seulement 8% des entreprises ont conçu une politique de recrutement qui cible spécifiquement les seniors ou salariés expérimentés, alors que Regarde, 25%... le débat n'est pas tranché. Voilà. d'ailleurs. Alors que 25% d'entre eux reconnaissent qu'une approche différente serait nécessaire. Donc il y a quand même encore du travail, hormis si on ne s'attache pas qu'aux profils qui peuvent être pénuriques et très experts. Pour l'ensemble de ces salariés, il y a encore du travail, je pense. La France est un Fabrice. pays tellement standardisant, on a un mal de chien à casser ses préjugés. Les standardisants, ça veut dire qu'on est bon de 30 à 45 Non, ans, puis après, c'est non, mais avant, on n'est pas expérimenté, puis après, on est trop vieux. Non, quoi. on reste dans les idées du passé. C'est ça. On reste dans les idées C'est du quoi passé. les idées du passé? Eh ben, c'est qu'à partir de 50 ans, il fallait mettre les gens dehors, tout simplement. Ce qui est une ineptie totale. Ce qu'on évoquait au début de Une l'émission. ineptie totale. Il ne faut pas oublier que Frédéric. pendant 40 ans, nos politiques de l'emploi, elles ont dit aux grandes entreprises notamment, sortez les seniors pour recruter des jeunes. Et même si ça n'a pas démontré son efficacité, il y a cette culture dans la grande entreprise, c'est un peu différent en PME, en ETI, mais dans la grande entreprise, il y a cette culture de l'accompagnement à la sortie. Et on le voit aujourd'hui, le quart, dans cette étude à NDRH, par exemple, on voit qu'il n'y a qu'un quart des entreprises qui ont mis en place des mesures d'accompagnement de leurs salariés seniors. Et qu'est-ce que c'est comme mesure? Globalement, c'est des mesures d'accompagnement vers la sortie. Ça va être de la retraite progressive, du temps partiel, etc., etc. On a vraiment cette habitude, en fait, de sortir les vieux pour recruter des jeunes. Et moi, je le vois chez mes clients encore aujourd'hui. Souvent, j'entends, mais vous comprenez, on a besoin de recruter des jeunes, il faut des jeunes talents, etc. Alors qu'effectivement, l'équilibre, comme vous disiez, l'équilibre de la pyramide démographique, de la pyramide des âges de l'entreprise, c'est ça qui va faire la performance. Et je voulais ajouter quelque chose, vous parliez des femmes, c'est la double peine. Oh là là. Parce qu'il y a le sujet aussi de la ménopause au travail qui est un tabou fou, alors que ça ne va pas sans symptômes qui peuvent être invalidants. Il y a très peu de politiques RH qui sont mises en place, qui sont adaptées. Chez Décideurs RH, j'ai voulu écrire un papier sur la ménopause au travail. Il y a peu de DRH qui ont souhaité me répondre. Voilà, c'est encore un sacré sujet. Donc pour les femmes, c'est la double peine. Sujet qu'on va traiter d'ailleurs dans Smart Job. Je précise qu'il y a une mission parlementaire portée par Stéphanie Ries, qui est une députée du Loiret, et qui porte une mission parlementaire sur la ménopause. Elle est elle-même médecin, donc peut-être que voilà, ça peut être une ouverture aussi et de la faire venir sur ce plateau. Frédéric, parce que les femmes, double peine. Complètement. En fait, Au rencard. le coût de la seniorité chez les femmes est extrêmement élevé. Vous avez peut-être vu, la Fondation des femmes, il y a quelques semaines, a sorti un rapport. Ils ont chiffré cela à 157 000 € entre 45 et 65 ans. En fait, c'est décrochage de carrière, stagnation des salaires, arrêt des promotions. Là, il y a un plafond de verre pour les femmes, plus de postes à responsabilité, etc. Et effectivement, on va y ajouter des carrières plus précaires, du temps partiel, du sous-emploi. On peut ajouter la charge mentale, les enfants encore là, les danses, et puis l'invisibilisation aussi dans notre société des femmes de plus de 50 ans. Parce qu'il y a aussi ça qui est assez dramatique. Il nous reste 9 minutes, c'est beaucoup et c'est peu, mais on évoque là l'école blanche, c'est-à-dire ces cadres qui veulent rester en entreprise et qui vont devoir se former, acquérir des compétences en IA, et peut-être que certains les ont déjà. Puis il y a ceux qui ont des métiers pénibles, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ces corps de métier, de maçonnerie, de plâtrier, de charpentier, et qui, objectivement, passé 57 ans, sont cuits, disent « je peux plus bosser ». Comment on fait là? Parce que là, c'est les seniors, c'est l'école bleue.
C'est plus un sujet d'anticipation en réalité, parce que c'est pas quand les salariés ont 57 ou 58 ans et qui sont usés qu'on va se demander ce qu'on va en faire. En réalité, les entreprises, leur responsabilité, je le répète souvent, c'est l'employabilité des salariés tout au long de leur vie, la gestion des carrières. Et donc c'est à 40-45 ans qu'il faut réfléchir en fait aux transitions professionnelles nécessaires pour certains métiers. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Et avec la transition démographique, il va être temps de se pencher sur le sujet, parce que nous sommes 32% de seniors aujourd'hui dans la population active, mais bientôt on va être majoritaire parmi les actifs. Vieillissement de la population. À moins de 10 ans, c'est pas dans 50 ans. Et enjeu des retraites, puisque si on règle le débat des seniors, on règle potentiellement la question des retraites. Évidemment. Quand même, on passe des cols bleus au col blanc. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, en échangeant avec des salariés expérimentés ou seniors, c'est vous qui choisissez, que globalement, leur métier leur plaisait beaucoup, mais qu'ils avaient envie de lever le pied, qu'ils avaient envie d'aménager leur temps de travail, qu'ils avaient envie de devenir plus des experts, plus des consultants. Ça, vous avez ces profils-là aussi? Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a envie aussi de s'amuser sur les 5-6 dernières années. Alors, c'est un mot, peut-être, s'amuser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Transmission du savoir, une hyper-expertise dans une forme de zone de confort. J'avais une discussion hier avec un directeur général de 57 ans qui me dit, Fabrice, sur les années qui me restent, j'ai envie de m'amuser. Ça ne veut pas dire ne pas beaucoup travailler. J'ai envie de donner, mais je veux le faire avec mes convictions, avec des contraintes que j'accepte et que je décide. Et ça, c'est assez intéressant aussi, ce rapport. Mais il faut qu'ils aient le sourire. Il faut qu'ils aient envie. Frédéric, il faut s'amuser pour finir sa carrière. Parce qu'auparavant, c'est une entreprise, vous, quand même. Alors oui, moi, on l'a pas dit. Vous aussi, vous avez fait un petit pas de côté. Moi, j'ai monté ma boîte à 57 ans, j'ai tout lâché, mes postes de direction générale, effectivement, pour ma liberté et pour m'amuser aussi. Voilà. Je vous rejoins parfaitement. Après, je pense que ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il n'y a pas un senior, mais des seniors. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle doit gérer, elle doit manager cette singularité. Et en fait, vous allez avoir des expérimentés qui ont envie de rester tranquillement dans leur poste. Il y a des expérimentés qui ont envie de lever le pied, effectivement, qui ont envie d'avoir d'autres projets. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de se réinventer et au contraire de repartir sur des nouveaux projets. Et c'est là, je trouve, que l'entreprise a tort. C'est que finalement, elle se prive d'un certain nombre de personnes qui ont encore une très belle dynamique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les seniors, on n'est pas les seniors d'il y a 40 ans. À 60 ans, globalement, on est en très bonne santé, physique, mentale. Il y a de la dynamique, il y a de l'énergie, il y a du projet. Et mettre au placard, à l'écart ou sortir des gens qui ont envie de continuer, c'est dommage. Caroline, vous avez vu ce chiffre préparé par l'incontournable Nicolas Juchat, 44%, c'est la proportion des 45-65 ans qui se sentent sous-payés en France en 2025. Il y a aussi quand même un enjeu de salaire. Vous parliez tout à l'heure des clichés. Il y a un enjeu de salaire. Oui, le senior va nous coûter cher. Il y en a quand même 44% qui considèrent qu'ils sont sous-payés. Mais je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez. C'est quand même le sens du projet de loi qui a été adopté par le Sénat. C'est de prévoir un entretien professionnel autour des 45 ans. Ça peut être l'occasion quand même de faire le bilan pour voir comment adapter la suite de la carrière, miser sur l'intergénérationnel. D'ailleurs, les DRH sollicités par la NDRH sont nombreux à trouver que c'est un dispositif intéressant. C'est un peu le sens de ce dispositif. L'entretien mi-carrière existe depuis 2009. Il y a déjà un entretien mi-carrière. Mais on n'a pas beaucoup vu. Le CDI senior, c'est de ça dont on parle. C'est le fameux CDI senior qui s'est baptisé contrat d'expérimentation. Contrat de valorisation de l'expérience. En fait, qu'est le CDI senior? On dit au senior, bon, ok, tu bosses, on signe le contrat, mais dès que tes droits retraite sont pleins, tu t'en vas. Est-ce que vos dirigeants, ceux que vous allez accompagner et que vous accompagnez, vous en parlent en se disant « Ah, c'est un outil qui est pas mal, parce que je ne suis pas lié pour 20 ans avec lui ». Le premier frein que je vois sur l'emploi d'un expérimenté qui a de 58 à 62 ans, c'est le fait qu'il va arriver dans un comité de direction, dans le top management de l'entreprise, alors même que la moyenne d'âge de ce comité de direction est déjà très élevée. Et ça, c'est un frein qu'on ne peut pas discuter. Si je rajoute cet homme de 58, cette femme de 59, on va se retrouver dans 7 ans avec tout le monde qui part en retraite en même temps. Donc il faut un Shabada, quoi. Voilà, il faut avoir une pyramide des âges dans le comité de direction qui permette aussi, pour que l'entreprise ait une gouvernance stable et qu'il n'y ait pas de rupture d'un seul coup. J'ai cette année, j'en ai 8 qui partent, il y en a 8 dans le codir, j'ai plus de COMEX. Ça se comprend. Mais c'est aussi important de l'intégrer parce que souvent on ne le dit pas. Mais ce CDI senior, est-ce que vos dirigeants vous en parlent ou globalement ça leur passe totalement au-dessus de la tête puisqu'il y a un texte de loi qui a été voté? Non, objectivement non. Ils n'en parlent pas. Ce n'est pas leur sujet de préoccupation.
Frédéric, chez vous, vos clients? Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, si ça peut rassurer l'entreprise, parce qu'elle a peur de C'est garder ça. les gens trop longtemps, pourquoi pas? Mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Le problème aujourd'hui, on voit bien. Moi, je vois les adhérents de l'association. Il y a tellement de gens qui n'arrivent même pas à avoir d'entretien d'embauche, ou alors ils sont dans des process de recrutement, ils arrivent en shortlist, mais ils ne sont jamais choisis. Ouais. C'est toujours au bénéfice de quelqu'un de plus jeune. Donc le sujet, il est bien au-delà d'un CDI court, pas court, etc. Mais peut-être pour revenir sur Ce qui la revient au rémunération. préjugé qu'évoquait Caroline tout à Ouais, l'heure. exactement. Et pour revenir quand même sur le sujet de la rémunération, vous avez peut-être vu, l'APEC a analysé un peu les rémunérations moyennes des cadres. Et en fait, on s'est rendu compte que les cadres de plus de 50 ans avaient une rémunération moyenne équivalente à celle des quarantenaires aujourd'hui. Donc Je crois qu'il y a l'argument, deux cas, il y a ouais. 2 cas d'écart annuel, globalement. Donc l'argument, ils sont trop chers, tient pas. Mais non, parce qu'en fait, on les augmente plus. C'est le chiffre que vous disiez tout à l'heure. En fait, on Exactement. n'augmente plus depuis la Covid. On a pu augmenter les plus de 50 ans dans les entreprises. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a ce stéréotype, ce préjugé de Ouais. la rémunération, qui peut être vrai sur des cas spécifiques. Quelqu'un qui a été dirigeant dans un grand groupe, qui a avec un très haut niveau de rémunération et qui tombe, évidemment, c'est plus difficile de retrouver un poste au même niveau de rémunération. Mais globalement, c'est faux, en fait, que le senior est trop cher. Caroline, un petit éclairage, un complément d'information, parce que dans l'étude, je lis quand même, et c'est peut-être votre boulot dans les 5 prochaines années, c'est de convaincre les recruteurs de faire confiance aux seniors, parce que c'est quand même ce qui ressort beaucoup dans les études de la NDRH ou dans la vôtre, c'est que les recruteurs spontanément se tournent pas vers les seniors. Non, ils ne se tournent pas vers les seniors. Et d'ailleurs, c'est ce que montre l'étude de la NDRH, c'est ce que vous disiez, c'est qu'ils estiment encore, les DRH, que le frein, c'est le niveau de salaire. Oui. Alors même que C'est faux. c'est faux. C'est faux, on est d'accord. C'est complètement faux. C'est faux. C'est On est complètement d'accord. faux. Vous le disiez, Frédéric, et c'est absolument faux. Donc vous le À confirmez, vous confirmer à aussi. 100%. Et j'ai jamais eu des problèmes de positionnement d'un Prix, expérimenté exact. par rapport à son prix, par rapport à son, mais jamais. Et ils invoquent également la réticence des managers. Alors, est-ce qu'il faut faire du coaching C'est vrai. de managers pour les embarquer? Mm. Je pense qu'il y a un vrai Oui. Il sujet y a du aussi mentorat là-dessus. aussi à mettre en place. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement de managers aujourd'hui sur ces sujets de stéréotypes et de discrimination par l'âge. Et il y a vraiment énormément de croyances limitantes. Les managers, souvent, sont plus jeunes. Et c'est encore plus important, plus majeur pour les RH qui sont encore plus jeunes, les jeunes Ouais, l'argument, recruteurs. c'est je peux pas diriger quelqu'un qui a 20 ans de plus que Ils moi. ont peur, Ils mais ont peur. c'est pas évident. Et donc, ça nécessite effectivement vrai. d'animer ce que j'appelle les collectifs intergénérationnels. C'est pour ça que moi, je m'implique beaucoup sur ces sujets de dynamique intergénérationnelle dans l'entreprise. Parlons-nous. Parce que je pense que c'est une manière aussi de redonner une juste place à chacun et notamment en fait aux expérimentés. Puis il faut peut-être dire aux entreprises qu'il faut changer de mindset parce que c'est pas juste un petit sujet RH Non. ou un joli sujet RSE. Non. C'est un enjeu stratégique lié à la transition démographique et à ce qui est en train d'arriver, le mur du vieillissement de la population. Vous avez entièrement d'accord, ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet de démographie et d'activité Et un enjeu économique sur la stratégique de durée. performance économique pour l'entreprise. Pour l'entreprise, vous êtes d'accord faut avec le ça? dire. Complètement C'est d'accord. pas un sujet RH, c'est de RSE. Une entreprise n'est pas performante si elle n'a que des jeunes diplômés. Voilà. Donc, vous, votre boulot, je le répète, c'est quand même d'ouvrir les yeux des directeurs généraux et des recruteurs pour leur dire tu te trompes. Et ça marche. Je te propose un 55 ans, il est top. C'est ça que vous leur dites. Voyez-le et on en parle après. C'est ça. J'ai souvent raison. Parlez Et avec il n'aura lui. pas plus de mal à s'intégrer. Et sûrement. Ce sont des Ce qui est- faux problèmes. Non, mais bien Faut sûr, pas mais c'est chercher un des- stéréotype qui a la Il faut faute du- surtout ne pas chercher des excuses. Le petit Bien sûr. oui mais à la fin de la phrase est épouvantable. Ouais, juste un mot, il nous reste que 40 secondes, mais est-ce que certains seniors, moi j'en ai rencontré quelques-uns qui disent mais je suis même prêt à baisser mon salaire. Bien sûr. Je veux reprendre un emploi dans une entreprise qui m'intéresse, j'accepte de le baisser. Vous avez ce type de cas? Oui, et je trouve ça stupide. On ne baisse pas son salaire. Non. On ne se dévalorise pas. Non. Ça, c'est l'expert Robert Alf qui a le Non, dernier non, mot, non. évidemment. Enfin, on ne peut pas Pas aller lutter contre contre ça. l'expertise Robert Alf. Merci à vous deux, cher Fabrice Coudray. Robert Alf, cette étude, je suis allé la voir sur votre site, sur le site Robert Alf, très détaillé justement dans ce rapport avec les seniors et les entreprises. Merci à vous, Frédéric Gesque, Merci. présidente du SCOA. On l'aura entendu, vous êtes coach et vous êtes à la tête de Senior for Good, très présente dans les réseaux sociaux. Et merci à vous, Caroline de Merci à Senneville, vous. une senior tellement dynamique, responsable éditoriale décideur RH. C'était un plaisir. On se retrouve évidemment régulièrement chaque semaine, je l'espère en tout cas, Oui. pour cette émission formidable. Merci à vous. Merci Merci. Arnaud. Merci à toute l'équipe qui était derrière. Merci à Mani à la réalisation. Merci à Paul au son et merci évidemment à Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.